À tous, merci d'être là. Bienvenue donc, dans cette 11e édition du cycle Retour sur le durable, RSD, qui a été co-construit avec le CROAIF il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Moi, je suis Myriam Ferrier, chargée de mission rénovation chez Ecopolis, et je vais animer ce moment avec Soraya Beit, architecte et élue du CROAIF. Pardon, on a la petite... Je suis désolée. Du coup, on a dû la laisser. Merci. Donc, ce cycle Retour sur le durable porte cette année sur la question de l'adaptation du bâti, tant au changement climatique que d'un point de vue programmatique. C'est la 3e conférence, la dernière. Donc, on avait décidé d'aborder le sujet par période architecturale, donc avec une première conférence au mois de mai sur le bâti ancien, puis des 30 glorieuses. Et pour ce soir, on va parler de l'adaptation du bâti post-74. Vous pouvez trouver les replays de ces conférences sur le site d'Ecopolis. Voilà. Donc, Ecopolis, je vais passer assez rapidement dessus parce que je crois que vous connaissez ce public des Récollets à l'habitude de notre collaboration avec le CROAIF. Notre mission, c'est donc d'accélérer la transformation des pratiques chez les professionnels du bâtiment et de l'aménagement en Île-de-France. Nos missions, ce sont des missions d'information à l'origine. On est un pôle de ressources francilien. On appartient à un réseau de centres de ressources. On a aussi pour mission d'animer des échanges, un réseau, et c'est à travers le type d'événement qu'on a ce soir, et donc le cycle RSD. On est aussi organisme de formation. Nos formations sont publiées en ligne sur notre site, et Ecopolis, enfin depuis 2007, accompagne à travers le référentiel qu'elle a développé avec collectivement avec les acteurs du secteur, les démarches bâtiments durables franciliens, et puis depuis plus récemment les démarches quartiers durables franciliens. Donc, pour ce qui est de l'agenda d'Ecopolis concernant les démarches bâtiments durables franciliens et quartiers durables franciliens, on a donc des formations au mois d'octobre et au mois de novembre sur ces démarches. On a notre prochaine commission qui est le 10 juillet, qui sera en visioconférence, et donc vous pouvez vous inscrire aussi sur notre site. On a aussi des visites, on organise des visites, et là j'ai souhaité porter à votre connaissance les toutes prochaines visites qui sont sur les matériaux biosourcés. Donc mercredi, donc c'est très bientôt, 16h30, la visite d'une maison à Pantin réalisée en ITE paille. Ensuite, le 10 juillet, une construction d'une maison bioclimatique en paille avec donc un chantier école, donc à Fontenay-sous-Bois. Et puis le 16 juillet, là on organise un tour chanvre. Donc ça va se passer en Essonne, et on va notamment visiter une chanvrière, et puis ensuite aussi des opérations qui ont été réalisées. On a également donc des formations à partir du mois d'octobre. Principes généraux de la ventilation naturelle, oui, c'est ça. Formation pro-chanvre et formation les fondamentaux du bâtiment durable, qui là sont financés par le programme EduRénov de la Banque des Territoires, qui est un partenaire de Ecopolis. Voilà, je ne vais pas trop prolonger. Voilà. Et à Soraya, à toi la parole. Merci Myriam. Merci à toutes et à tous d'avoir bravé ces conditions de canicule et d'être venus jusqu'ici pour goûter aussi la canicule de La Chapelle. Donc, juste pour rappel, en fait, je m'appelle Soraya Beit, je suis architecte praticienne
à l'atelier INSITURB et la société coopérative Ambre. Je suis enseignante aussi et élue au Conseil de l'Ordre des architectes de l'Île-de-France. Donc il s'agit pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, peut-être je pense qu'on est en majorité architectes, d'un organisme de droit privé qui est chargé d'une mission de délégation de services publics. Et notre rôle majeur que nous souhaitons porter, nous, les 30 élus, c'est de veiller à l'intérêt public en fait, de l'architecture. Dans le cadre de ce partenariat que nous avons avec Ecopolis depuis un peu plus de 12 ans maintenant, nous travaillons sur différents sujets qui sont liés directement à la transition écologique, qui devient de plus en plus en lien plutôt avec une rupture écologique dans laquelle nous devons saisir aussi tous ces risques, cette multiplication de risques aujourd'hui qui entourent notre acte de bâtir, d'aménager, parfois et de plus en plus de ménager plutôt nos territoires et nos bâtiments en réutilisant en fait, le bâti existant comme première source qu'on économise et qu'on ne dépense pas. Dans le cadre de ce cycle, comme disait Myriam tout à l'heure, on a choisi 3 époques. On aurait pu multiplier les époques, mais on s'est arrêté aux bâtis anciens qui exigent une attention très particulière quant aux injonctions autour de la rénovation thermique, autour de l'accélération en fait, de l'isolation de ces bâtiments. La deuxième époque est celle des 30 Glorieuses, où on a vu l'industrialisation en fait, de la construction qui a changé nos habitudes, qui a aussi construit un nouveau visage en fait, sur des territoires et des quartiers. Et cette dernière séance, elle concerne surtout cette première période en fait, de la naissance de la première réglementation thermique suite à la première crise pétrolière. Aujourd'hui, les crises se multiplient. On ne va pas toutes les citer parce qu'on n'en finira pas. Nous avons la joie en fait, d'accueillir 3 architectes qui viennent nous partager des projets assez différents en fait, qui racontent différentes thématiques, différents contextes aussi, mais qui subliment un peu ce préfixe « ré » qui nous rappelle combien ce qui est déjà là peut devenir une matière d'inventivité, de créativité, en se déclinant avec différents verbes aujourd'hui autour de réhabiliter, restructurer, réparer. Il y a toujours ce réemployer, réutiliser, peut-être pour mieux réhabiter aussi nos cités et nos bâtiments existants. Nous avons choisi 2 projets. Donc le premier projet sera un projet de complexité qui raconte une restructuration lourde d'un bâtiment qui avait un usage de bureau qui va être transformé, qui sera transformé tout au long d'un processus évolutif en habitation, donc en logement étudiant, en bureau et en hôtel d'entreprise. Le deuxième projet est un projet de réhabilitation de logements qui va travailler sur d'autres thématiques qui sont un changement d'usage, une augmentation en fait, de l'usage d'un bâti existant, le réemploi, l'utilisation des matériaux biosourcés et aussi une thématique qui est comment succéder à une architecture d'auteur. Et donc là sera posée aussi la question de la transmission qui exige une temporalité singulière. Donc on commencera par le premier projet qui est porté par l'agence Muoto Studio d'architecture, par Yves Morand, architecte mandataire de cette opération, et Jean Hafner, qui est directeur aussi d'agence, qui vont nous raconter un peu tout ce processus allant de l'histoire de la conception jusqu'à sa réalisation. Bien sûr. Oui, ce sera à 2 voix. Oui, ce sera à 2 voix. Je ne suis pas venu tout seul pour ce projet. Bonsoir à tous. Donc moi je suis Yves Moreau, associé du studio Muoto, et Jean Hafner qui a travaillé sur le projet depuis pas mal d'années. Ce projet, Boulevard d'Avoue, a commencé il y a 6-7 ans. C'est long, c'est complexe. C'est complexe aussi parce que c'est un programme qui est compliqué techniquement, et puis il y a aussi un site urbain qui est très complexe. Ce projet donc, il se situe boulevard d'Avoue. Vous voyez un peu la photo aérienne. Donc, on est situé donc, à côté des Maréchaux, dans le quartier Saint-Blaise, entre 2-3 tours qui font 90 mètres,
des logements de la RIVP en face qui font 50 mètres. Et puis au milieu, il y a un petit bâtiment en L, là, un petit peu tout bizarre, très fragmenté, bon, très bizarrement conçu, partiellement sur dalle, avec des bouts de jardin ici et là. Bon, c'est vraiment un enfer comme bâtiment. Mais la RIVP, donc, qui est notre maîtrise d'ouvrage, hein, je pense à tous, hein, à tous les deux, en fait, ils nous ont choisis parce qu'on est venu avec une approche, je pense, assez intéressante, une approche urbaine par rapport au projet. Ce projet, c'est donc ce bâtiment, initialement, donc c'est un bâtiment des années 80, hein, quelque chose comme ça, avec de l'enduit, de la pierre agrafée, du verre collé, et cette géométrie qui est vraiment très étrange, et qui accueillait les bureaux de l'INED, c'est l'Institut national des études démographiques. Donc c'était que du bureau dedans. Et par un jeu de chaises musicales à la ville de Paris, où on avait des laboratoires de la ville de Paris qui devaient venir ici parce qu'il y avait un projet Réinventer Paris dans le bâtiment Eastman, dans le 13e. Donc ils devaient venir ici. Donc la RIVP s'est engagée à les accueillir ici. Et comme ils ne remplissaient pas tout le bâtiment, ils l'ont complété par des logements étudiants. Donc c'est un site qui est extrêmement complexe et extrêmement bizarre. Et donc tout l'enjeu, c'est de savoir comment on allait pouvoir en même temps répondre au programme et construire tout ce programme de laboratoire. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement technique, hein, avec les Sorbonnes, avec des systèmes de ventilation, avec des sols qui sont super clean, avec toute une installation technique qui est étudiée. Et en même temps des étudiants. C'est un site qui a l'air quand même dire assez contraint, avec ce bâtiment L autour d'un jardin qui n'était pas utilisé, et avec ces bâtiments de grande hauteur très fragmentés autour de nous. La RIVP avait fait une étude urbaine. Donc en fait, il proposait de venir fermer le L par un autre bâtiment pour faire un U, entre guillemets, avec un nouveau bâtiment le long de la rue, où il mettrait les étudiants, et puis le bâtiment en L existant, il mettait les laboratoires. Alors nous, on s'est dit que c'était peut-être pas la bonne solution, d'une part parce que, ça a créé un bâtiment de relativement grande hauteur sur la petite rue du Clos que l'on voit, alors je ne sais pas si je peux pointer, non, c'est un peu compliqué, qui est en bas du L, là, c'est la rue du Clos, il y a une petite crèche et tout. Et on s'est dit, comme on a ces bâtiments de la RIVP, logement en face, une rue qui est étroite, 50 mètres de haut, on ne veut pas créer ce vis-à-vis, et ça crée une cour très sombre derrière, et donc on ne pense pas que c'est une bonne idée. Et donc on s'est quand même posé la question, est-ce qu'il faut détruire ce bâtiment ? Alors là, il faut se poser la question, parce que point de vue budget, on s'est dit, on peut. Après, on peut se dire bilan carbone, etc., etc. Mais point de vue budget, on pouvait le démolir, on pouvait reconstruire autre chose. Mais après, en faisant l'étude urbaine, on s'est rendu compte que, comme le site est extrêmement contraint, il y a des vis-à-vis, des cônes de partout, parce qu'on est dans un site qui est extrêmement complexe, en fait, on s'est rendu compte que si on démolissait les bâtiments, qu'on voulait reconstruire, on n'aurait pas pu construire autant. Donc, on s'est dit, comment faire ? Et la solution qu'on a trouvée, c'était de dire, au lieu de faire un autre bâtiment pour accueillir ces deux programmes, on s'est dit, on va prendre les 4 niveaux du dessous, les 4 niveaux bas, on va venir les élargir, on va venir l'agrandir, parce que dans ce cône de vision, on voit très bien qu'avec ces triangles, etc., on pouvait élargir la partie basse, mais pas la partie haute. Et donc, on a élargi la partie basse pour mettre tout ce qui était laboratoire de la ville de Paris, et puis on a gardé la partie haute pour les logements étudiants. Donc on a 2 programmes superposés qui sont venus se greffer à l'intérieur de ce bâtiment. Un petit rappel de la maquette du concours, hein, où on voit clairement le L existant, le bâtiment existant, qu'on est venu un tout petit peu simplifier par endroits parce qu'il était vraiment très très bizarre, et pour pouvoir le rendre utilisable,
En logement étudiant, donc sur les 4 étages supérieurs, on a un tout petit peu simplifié les volumes. Et toute la partie basse, on est venu créer donc la partie bureau, et qui crée d'ailleurs aussi un rapport intéressant à la rue, parce qu'avant on avait un grand pignon en R plus 7-8 sur la rue, avec un jardin qui était inaccessible. Et en fait, en recréant une échelle intermédiaire, on crée finalement un rapport à la rue et un jeu de quinconce qui est plutôt intéressant et qui donne finalement un statut complètement différent, différent à la rue. Donc là, c'est un petit dessin. Donc ça, c'était le volume existant. Et ça, c'est la structure de l'extension, avec ce qu'on a enlevé un peu en foncé. Et puis ce qui est en gris clair, c'est toutes les extensions pour créer finalement ce programme très complexe, superposé de logements étudiants au-dessus et de laboratoires dans la partie basse. Donc, Yves en a parlé. Finalement, l'intervention sur le bâtiment, elle se fait en 2 étapes. La première, c'est simplifier, c'est ce que vous voyez en rouge. C'est retirer un petit peu du gabarit de l'existant pour le rendre finalement plus polyvalent. Ensuite, la deuxième étape, c'est de rajouter le programme. C'est finalement le concours, c'est ce qu'on nous a demandé. Et finalement, ce qui est d'abord une réponse programmatique, la surépaisseur par la partie basse, façonne le projet ensuite sur les 7 ans d'études qui suivent. C'est une décision qui est primordiale et qui va structurer le projet. Donc forcément, quand on prend cette décision de repartir de l'existant, on est obligé de l'étudier. Donc on l'étudie d'abord en tant qu'architecte par les plans, par les coupes, par les visites qu'on peut faire. Mais c'est un bâtiment qui est encore en fonction quand le projet commence. Et là, ce qu'on vous montre, c'est les premières photos de chantier à la fin de la démolition. Donc finalement, c'est au moment où on a retiré tout ce qu'il y avait du projet et c'est un peu le bâtiment dans son plus simple appareil, avec uniquement son squelette de béton. On voit là, c'est une photo prise la semaine dernière, on voit les premiers ajouts de la partie neuve qui commencent à se composer autour de l'existant. Donc on commence à voir arriver finalement le projet. Mais il y a finalement une certaine poésie dans ce bâtiment à ce moment donné, au moment où finalement le projet n'est plus que squelette de béton et le béton devient finalement une matière assez sensible, assez fragile. Ce qui n'est pas au premier abord quand on le coule, quand il est neuf, mais à ce moment-là, quand il a fallu le préserver, il y avait presque une relation patrimoniale à l'objet, qui n'était pas forcément une relation qu'on avait envisagée au départ, mais qui s'est découverte au fur et à mesure et qui prend tout son sens au moment du chantier. Donc là, vous voyez un peu les ascenseurs et les colonnes d'ascenseurs qu'on a décidé de conserver, qui était un des premiers gestes qu'on a voulu faire pour essayer d'optimiser un petit peu au maximum le bâtiment existant. Mais vous voyez aussi l'effort que cela indique. Il faut étayer tout le bâtiment et tous ces planchers, finalement, comme de la dentelle, viennent être un peu reconstitués avec tous les éléments du chantier. Donc là, à l'arrière du bâtiment, vous avez les colonnes d'escalier, là aussi conservées. Et donc, finalement, c'est plein de décisions qui se prennent aussi sur le chantier. Donc, il y a tout ce qu'on envisage, nous, en études. Je pense qu'on a couvert la plupart des sujets au moment où on part en chantier, sinon on ne part pas en chantier. Mais il y a quand même des choses qu'on découvre avec l'expertise des gens qui vont fabriquer le bâtiment. Et donc, il y a plein de décisions vis-à-vis de l'existant qui ont été prises, et notamment plein de volontés de conserver qui se sont rajoutées même après qu'on ait dessiné et qu'on soit parti en chantier. C'était pour nous extrêmement stimulant de les voir proposer de conserver par exemple des pignons, de venir proposer des méthodes de moisage qui sont pour eux finalement plus économiques, mais qui finalement tout le monde s'y retrouve. C'est plus économique, c'est plus écologique. Et nous, c'est beaucoup plus stimulant, même d'un point de vue objet architectural. Vous voyez un peu toutes les situations qui se créent à ce moment de cette démolition entre l'existant et le nouveau. Finalement, la dalle ici qu'on voit qui était connectée au projet, qui est un peu en attente du nouveau projet. Et un peu tout le travail avec ces aciers qui sont volontairement dénudés, arrachés à la pince, et qui sont en attente à ce moment-là des nouveaux planchers qu'on va fabriquer. Donc il y a toute cette poésie, cette architecture qui vient se fabriquer un petit peu entre le contraste entre l'existant et le nouveau. Et c'est quelque chose qu'on a voulu assumer et que Yves et Gilles ont voulu aussi dessiner jusqu'au bout avec cette volonté, on en reparlera des façades, mais le premier abord, c'est de la transparence. La transparence qui nous est particulièrement utile dans ce projet pour montrer ce squelette de béton, qui ne va pas être camouflé par des faux plafonds, par des peintures ou par des façades opaques. Tout est visible. Le squelette et finalement fait partie de l'architecture jusqu'au bout. Autour du projet, les espaces qui sont un peu désuets, ils vont parler,
Aujourd'hui, tous ces espaces étaient un peu morts parce qu'ils étaient enfermés, protégés du reste de la rue. Nous, on propose de les réactiver et de créer beaucoup plus de transparence, et de transparence physique et visuelle, forcément. Donc c'était notamment ce qui inspirait beaucoup le travail du jardin, qui est aujourd'hui juste une dalle de goudron avec un gazon non effectif, et qui est tout ça posé sur un parking. Donc on a réduit l'emprise du parking, on a recréé un jardin en pleine terre pour pouvoir planter des arbres de plus haute taille, et on a un rapport en maquette au jardin qui est peut-être beaucoup plus sensible que le jardin existant. Donc c'est aussi ça la réhabilitation sur ce bâtiment-là, c'est le bâtiment en tant que tel, mais c'est aussi ses abords, tout le terrain est concerné par le travail qu'on a mené. Ouais, on a vraiment essayé, mais ça c'est un truc de chantier, hein, c'est quand on y était, c'était de dire, en fait, le bâtiment que l'on voit, existant que l'on voit, on veut le montrer jusqu'au bout. Et quand on a un voile existant, on a un poteau existant, on s'est dit, on va le mettre en valeur. Et s'il est abîmé, ben on va le montrer abîmé. Et on aurait pu montrer d'autres photos, des zooms, etc. On a vraiment fait un travail de ponçage des bétons existants pour vraiment marquer la différence, par exemple, entre un nouveau béton et un ancien béton. Peut-être qu'il y aura d'autres photos un peu plus loin. Et donc après, quand on commence à parler du langage architectural, en fait, ça c'est un projet qu'on a fait pour la RIVP rue Stendhal, donc c'est un 5 minutes à pied de notre projet Boulevard d'Avoue, où c'était un projet de logement, mais qui était mixte aussi, où il y avait 3 programmes. Il y avait du logement social, il y avait une crèche et un hébergement d'urgence. Et on s'était dit sur ce projet-là qu'il fallait qu'on retrouve un peu un confort moderne avec des vues vers le grand paysage, avec tout un jeu de protection solaire qui vient emballer ce bâtiment comme une robe, hein, et qui crée en fait cette zone tampon entre la façade et l'extrémité du balcon. On s'est dit aussi que, parce qu'on partait d'un bâtiment existant, que cette infrastructure elle était importante. Quand on a fait le projet à Saclay, c'est un projet vraiment entre l'infrastructure et l'architecture, où en fait c'est un projet qui est en devenir, qui n'est pas tout à fait terminé et qui peut encore évoluer dans le temps. Parce que c'est une infrastructure qu'on peut venir transformer, changer, adapter. Et c'est en ça qu'on pense que le bâtiment qu'on a fait Boulevard d'Avoue, il rentre un peu dans cette démarche-là aussi. C'est-à-dire que ce bâtiment, il est là, il est un peu bizarre, mais en le retravaillant un petit peu, on peut lui redonner une seconde vie. Et peut-être même que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il aura une 3e vie. Et en fait, on se rend même compte que, je vous parlais de la durée du chantier, avant le chantier des études, qui a duré au moins 5-6 ans, et puis là, le chantier, il prend du temps, parce que le programme, il évolue encore. Même pendant ce chantier, on a appris que les laboratoires qui devaient venir, ils ne viennent plus. Donc on doit tout remouliner pour enlever une partie de la technique, mais tout en se réservant la possibilité de le faire plus tard. Donc en fait, c'est un bâtiment qui a déjà sa 2e ou sa 3e ou sa 4e vie, et qui finalement est conçu pour ça, pour pouvoir évoluer et pouvoir être modifié dans le temps. Il est aussi, en fait, la flexibilité aussi, hein, elle est importante, hein, parce que de pouvoir prévoir des bâtiments qui sont flexibles dans leur usage, pour nous, c'est quelque chose d'important aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire qu'un bâtiment de bureau ou qu'un bâtiment de logement. On peut faire des bâtiments hybrides et on pourrait faire évoluer soit l'un, soit l'autre, et peut-être à des moments différents, parce que le fait d'avoir superposé les 2 programmes, en fait, les 2 programmes sont complètement dépendants. Donc, on a dû rajouter 1 ou 2 escaliers ici et là pour que ces 2 programmes fonctionnent de façon indépendante. Et sur ces schémas-là, on voit en dessin noir le bâtiment existant, et puis en rouge, ce qu'on est venu rajouter en fonction du programme, des contraintes urbaines, des gabarits qu'on pouvait, avec la petite dent creuse à droite qui est vraiment une contrainte urbaine parce qu'il y avait un voisin qui avait un droit de regard à cet endroit-là. Et donc on a absorbé finalement toutes ces contraintes-là dans le projet. Et ça, c'est la partie haute. Et on remarque donc, en fait, on a ce premier épaississement, donc je reviens au premier épaississement en rouge, puis après, on a un deuxième en bleu. Et ce deuxième en bleu, c'est les espaces extérieurs. Et ces espaces extérieurs, donc Jean va rentrer un peu dans le détail de la fabrication de cette,
En fait, on l'a conçu comme un échafaudage, en fait, comme quelque chose de temporaire qui vient s'accrocher à la façade et qui est un espace extérieur, autant pour les gens qui travaillent dans les bureaux, mais également pour les étudiants. Alors ça, c'est un sacré pari, hein, d'offrir une terrasse de 2 mètres de profondeur pour chaque étudiant, chaque chambre étudiant. C'est un sacré pari. On essaye de le tenir jusqu'au bout parce qu'on pense que c'est une vraie qualité. Et bien sûr, pour nous, c'est important parce que Jean en parlera un peu plus longtemps après, mais en fait, cet échafaudage de terrasse, en fait, il est positionné à des endroits stratégiques aussi pour offrir des protections solaires, en même temps des espaces extérieurs. Donc il y a plusieurs traitements. Bon, voilà, la façade, on voit l'épaississement, et puis oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de rigueur dans la trame de façade qui vient envelopper tout le projet. Donc en fait, on traite de la même façon le bas et le haut, on ne différencie pas, on donne les mêmes qualités au bureau, laboratoire et au logement étudiant au-dessus, de la même façon qu'on l'avait fait pour le bâtiment Augustin Dalle, où finalement on avait donné la même qualité d'architecture et de façade, que ce soit au logement social, que ce soit à la crèche, que ce soit à l'hébergement d'urgence. On le voit un peu sur cette façade aussi, finalement cette traduction de la maquette concept. Ou sur la maquette concept, de manière un petit peu simplifiée, on a cette grid qui vient envelopper tout le bâtiment. Ça se traduit sur ce bâtiment par le respect d'un trame qui n'est pas juste un gimmick esthétique, qui devient la condition sine qua non de l'évolutivité du bâtiment. Cette rame de 1,90, elle nous permet de composer des modules qui sont aussi bien adaptés à une chambre étudiante dans le gabarit qui nous était donné, qui nous permet d'avoir en plus une chambre étudiante vitrée de mur à mur et de sol à plafond, et en même temps d'avoir cette flexibilité pour pouvoir fabriquer le programme de bureau et de laboratoire qu'on va retrouver dans la partie basse. Yves a rapidement évoqué tous les changements de programme. C'est vrai qu'on a déjà eu 3 changements de programme, que cette volonté de créer de la trame n'était pas forcément, je dirais, la plus adaptée au premier programme qu'on avait, qui était très précis, réglé au mètre carré près, mais elle s'est avérée finalement très utile au moment où on a dû revoir tout le programme parce qu'on avait un support très efficace de flexibilité. Donc sur une chambre, finalement on retrouve des plans qui sont relativement similaires entre une chambre et un bureau. On retrouve cette même trame, on retrouve cette même structure, on retrouve aussi des modules techniques, que ce soit les luminaires, la ventilation, qui viennent assez naturellement superposer, parce qu'on n'a pas de raison de changer l'organisation générale. Et donc d'extérieur, on a 2 programmes qui viennent se fondre l'un dans l'autre. Dans la coupe, on voit aussi qu'on a des qualités intrinsèques au bâtiment, avec 2,70 m de hauteur sous plafond, qui sont relativement faibles pour du bureau. On pourrait imaginer plus grand, et particulièrement faible pour du laboratoire. Mais pour du logement, d'un coup, 2,70 m, ça devient très confortable pour des étudiants. Donc, dans une chambre étudiante, on a aussi voulu prolonger ce lien graphique qui existe en façade et qui existe dans l'architecture extérieure à l'intérieur. Et donc, on vient retrouver à l'intérieur tous les bétons existants restent apparents. C'était une volonté pour nous de ne pas masquer, de ne pas cacher par des peintures, pour que tout le travail qu'on a vu par le chantier, par tout le travail qui a été fait par le dessin, puisse se ressentir à la fin dans le bâtiment. Et donc, on ne voulait pas masquer. Yves parlait de montrer les différences entre un bâtiment qui a vécu, un béton qui aurait vécu pendant 50 ans. Et on trouve qu'il y a une vraie qualité plastique, et c'est une vraie valeur ajoutée dans un logement, de pouvoir ressentir que tout l'âge du bâtiment. C'est ce qu'on aime dans le patrimoine ancien, et c'est ce qu'on voulait mettre en valeur dans ce bâtiment aussi. Ensuite, il y a des gimmicks graphiques comme le carrelage 10-10 qui vient recouvrir les espaces de salle d'eau et de cuisine, et qu'on vient retrouver, qui font rappel aux 10-10 qu'on a mis dans les parties de laboratoire également. Dans les parties communes, on vient montrer aussi les bétons existants, des noyaux de circulation. On vient éclaircir au maximum les espaces communs. Et on se prolonge cet effet même dans les laboratoires. Et vous voyez un peu le lien graphique qu'on a voulu créer, et qui est aussi un lien technique avec tous les appareillages techniques qui restent apparents pour profiter au maximum de hauteur sous plafond, mais également aussi aller dans le sens de la flexibilité, en évitant aussi de la sobriété, en évitant de rajouter des éléments comme des faux plafonds, qui sont des éléments juste pour masquer, qui n'ont pas d'autre utilité. Dans les espaces communs, on retrouve cet aspect brut, on retrouve ces bétons apparents, et ce lien entre l'image commence à apparaître petit à petit dans le bâtiment à mesure que le chantier avance.
Et on se perd un petit peu dans ce squelette de béton avec ces ajouts qui viennent se fondre parfois ou parfois s'affirmer davantage entre l'existant et le nouveau. On voit là, on est dans une partie neuve, dans le prolongement vers la rue, et un peu les qualités qu'on retrouvera même quand les façades viendront se poser, ces qualités d'éclairement qu'on n'avait pas dans le bâtiment existant. Dans le bâtiment existant, on avait des allèges qui étaient prolongées partout, dans les bureaux ou dans les logements, et là, on vient retrouver des hauteurs beaucoup plus importantes partout. Vous voyez un petit peu aussi tout le travail qui se fait un peu en direct et de réflexion qu'on a pu avoir et que Yves a pu avoir aussi sur le chantier, avec des décisions qui se prennent au jour le jour sur définition de béton, sur des découpes. Et là, peut-être le meilleur exemple du projet, avec un pignon qui s'est retrouvé moisé, avec des moisages, c'est quand on vient rajouter du béton de part et d'autre. Et ils sont venus découper uniquement les parties qui n'étaient pas nécessaires structurellement pour libérer davantage l'espace. Et on retrouve un petit peu ce sandwich de béton neuf et de béton ancien. On va essayer de faire vite pour conclure. Je parlais un peu de l'échafaudage et du fait que le bâtiment puisse se monter, se démonter. C'est des choses qu'on essaye aussi de faire sur d'autres projets, mais qui sont plus des installations. Hein. Là, c'est une installation à Logroño en Espagne où on a recréé une petite scène. C'est un mur, parce que le gros mur que l'on voit derrière, c'est un mur qui longe Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc les pèlerins, ils passaient par là. Et donc on a recréé une petite place. Et en fait, cette installation, elle durait une semaine. Donc il fallait construire quelque chose pour le monter, le démonter une semaine après. Donc en fait là, c'est que des éléments qui sont posés les uns sur les autres avec cette structure de palette un petit peu. Et puis ces blocs béton qui viennent se poser dessus. On avait même d'ailleurs prévu de faire un étage de plus, mais ça commençait à être légèrement instable, donc on s'est arrêté là. Mais donc après, on démonte tout et on récupère tous les matériaux. Et ça, c'est le pavillon qu'on a fait pour la Biennale à Venise il y a 2 ans, où en fait ces structures qui a été construite dans le chantier naval de Venise, à 200 mètres de là, et qui était un théâtre utopique qui était placé dans le pavillon. C'était un lieu de rencontre, un lieu d'expérimentation. Et en fait, c'est un objet qui est prévu, qui est conçu pour être monté et démonté. Donc là, on le voit en cours de montage, mais on pourrait très bien le comprendre comme le démontage également. Et en fait, cette structure, on l'avait donc au pavillon à Venise. On l'a mise l'été passé à Leipzig pour un festival. Là, elle part à Lille la semaine prochaine pendant un festival aussi. Et puis après, elle part dans un musée à Wolfsburg. Donc en fait, ces structures qui étaient décriées, ah mais non, on ne peut pas faire une structure acier, c'est pas bien et tout. Et mais finalement, c'est la seule structure de tous les pavillons qui va vivre, mais beaucoup plus longtemps que tous les pavillons réunis de la dernière biennale. Donc pour nous, c'est une petite victoire d'avoir fait vivre cet objet et de le faire voyager et de le faire que notre vaisseau spatial il découvre le monde un tout petit peu, et ça, on est assez content. Après, on le retravaille un peu à chaque fois, etc. À chaque fois, on essaie de l'adapter au lieu. Et donc, cette façade qui se monte et se démonte, on l'a un peu expérimenté ici avec cet échafaudage qu'on vient rajouter devant, et qui est vraiment conçu comme des pièces mécano qui viennent s'emboîter et qui viennent se boulonner un par un, et donc dire qu'après-demain, on pourrait démonter cette façade très très facilement. Donc on a fait un certain nombre de détails, on a fait des prototypes virtuels, et puis après, on est passé sur le chantier, on a fait les prototypes sur le chantier, on a un peu un mock-up des différentes situations. On a 4-5 moments où on a les stores qui sont devant, les stores qui sont derrière, on a un travail sur les garde-corps, on avait le rapport au rez-de-chaussée, à la dalle, et puis après le rapport au ciel. Donc pour nous, cette étape elle est importante parce qu'elle permet vraiment de
vérifier avec l'entreprise comment cette chose, elle se fabrique. Et effectivement, ils l'ont vraiment conçu comme voilà, une pièce un peu hantée qui emboîte la poutre horizontale sur laquelle viennent se poser les marches métalliques. Et cette structure, elle va venir se poser au fur et à mesure sur le bâtiment pour apporter un espace extérieur et pour apporter donc aussi toutes les protections solaires permanentes en plus des stores qui sont prévus sur ce projet. Oui, je rajouterais presque aussi que dans le rôle de l'architecte par rapport à cette complexité aussi, c'était très intéressant de travailler avec l'entreprise, pas simplement en les forçant à faire des assemblages à sec, il fallait aussi vérifier non pas que les boulons nous plaisaient architecturalement, mais aussi étaient placés d'une manière à ce qu'ils puissent être démontés plus tard. Et tout, le rôle de l'architecte changeait un petit peu sur le chantier. On devenait un peu contrôleur aussi technique de demain. Il fallait anticiper. On ne pouvait pas se permettre que certains boulons, il faille absolument les découper à la meuleuse et que toute la pièce soit achetée derrière. Rapidement, sur les façades, elles n'ont pas simplement la vocation à devenir un gisement pour demain. Elles ont aussi vocation à résoudre des problèmes très terre à terre d'ensoleillement et de gestion thermique du bâtiment. Donc on est venu à s'adapter aux contraintes existantes du bâtiment et venir placer les façades comme des brises-soleil là où elles étaient le plus nécessaire. Il y a différents types de façades, même si elles se ressemblent toutes, il y a une multitude de variations très précises qui nous permettent de gérer le soleil à différents endroits. Donc soit le store est plus près des façades, soit il est déporté, mais il y a une qualité qui est conservée sur l'ensemble du projet, c'est la qualité de vitrage, qui est la même pour celle des bureaux ou pour les logements. La seule différence, c'est qu'on a une imposte vitrée coupe-feu qui vient se rajouter pour les logements. Mais sinon, on a des façades qui sont quasiment parfaitement identiques. Des grands coulissants, toute largeur, 3,80 m, et des hauteurs qui vont jusqu'à 3,20 m de hauteur et qui créent des qualités très importantes pour tous les logements. Donc, pour les étudiants, il y a des espaces extérieurs dont ils peuvent se servir en été et qui sont les mêmes pour tous. Donc, on a un bâtiment très vité, très transparent, qui a aussi la capacité de se fermer en été et de devenir beaucoup plus opaque sur le modèle du bâtiment déjà éprouvé de Stendhal qui avait été construit il y a maintenant une dizaine d'années. Ce squelette de béton, il deviendra donc, comme je le disais, aussi visible depuis l'extérieur. Et ça devient un peu le témoin de toute l'évolution de ce projet, des 50 ans ou en tout cas des 40 ans qui ont passé entre la construction du premier bâtiment et notre réhabilitation. Et nous, on trouvait ça important que cette marque puisse subsister et en même temps d'avoir aussi le courage et la volonté d'adapter le bâtiment pour finalement gommer ses défauts. Et je laisserai terminer Yves. Non, mais je pense qu'on a dit beaucoup de choses. On a peut-être débordé même un petit peu, on est désolé. Mais c'est un projet qui est complexe. Il y a beaucoup de choses à dire. Et donc voilà, on est très content. Donc le projet est en chantier, donc on livre dans un an. Donc on sera content de représenter quand il sera terminé, bien entendu. Merci beaucoup. Merci. Je vais faire passer Merci à vous. Je vais repasser le micro dans la salle et prendre quelques questions. Bonsoir, Laurent Gaziglia, architecte. Merci pour ce beau projet, cette belle présentation. Deux petites questions techniques. L'acoustique dans des bâtiments comme ça, comment on le traite, puisqu'on supprime tous les faux plafonds, en tout cas c'était la volonté qui était affirmée. Et au niveau du tramage, 1,90 à chaque fois, vous complétez, bon, j'imagine qu'il y a des éléments porteurs qui sont en béton. En revanche, à chaque trame, quand on a besoin de refermer, vous utilisez quoi comme matériau? Si on est sur du placo ou des choses comme ça, quid de la peinture? Ou est-ce qu'on repart sur des refonds en béton aussi? Et donc, voilà. Et après, pour un usage, s'accrocher sur du béton, c'est toujours un peu plus compliqué quand on veut mettre un tableau, on le sait bien. Est-ce que par rapport à ça, vous avez une position ou est-ce qu'au contraire, on laisse le brut jusqu'au bout et voilà. Est-ce qu'on peut venir accrocher sa petite étagère pour mettre ses bouquins dans la chambre d'étudiant ou pas? Enfin, là, voilà, quelques petits questionnements comme ça d'usage. Oui, en fait, il y a deux aspects. Hein. Il y a l'acoustique au niveau du sol, mais bon, là, c'est réglé avec les chapes, etc. Donc ça, c'est pas un souci. L'acoustique dans les bureaux, on a mis tout un travail de pyramidons acoustiques qui sont collés directement au plafond, parce que comme on voulait pas abaisser
on voulait pas de faux plafond en tout cas, on voulait garder la plus grande hauteur, on voulait voir la surface du béton existant, donc on est venu coller par endroits des îlots avec des picots acoustiques qui sont donc vraiment collés au béton, et puis on a tout ce qui est gaine, etc. en dessous pour garder la flexibilité, et puis même pour pouvoir changer ou adapter les réseaux au fur et à mesure, et aussi en fonction des besoins des gens qui vont venir occuper les bureaux et les labos. En ce qui concerne les logements étudiants, donc on a la structure béton qui est tous les 3,80 m, non, principalement. Et en fait, entre chambres, on a un remplissage placo. On n'est pas venu remplir avec du dur. C'est des cloisons qui sont épaisses, des doubles cloisons, je ne sais plus combien elles font. Mais on règle l'acoustique comme ça. Donc effectivement, on peut facilement accrocher quelque chose à son mur sans gêner le voisin à côté. Mais pour nous, c'est important de venir avec une solution qui soit pas pérenne, mais si on recoulait un voile béton, ben, ça ne servait à rien, parce que nous l'idée, c'est de dire, mais ce bâtiment, il peut encore évoluer. Donc, qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui pour que ce bâtiment puisse encore évoluer? Peut-être que dans 20 ans, il n'y aura plus d'étudiants, ou il y aura beaucoup plus, et donc ils vont descendre, ou peut-être que la RIVP va dire, ben non, finalement, je vais en faire du bureau. Comme ils ont changé 4 fois de programme ou 5 fois de programme en 5 ans, je m'attends à tout. Donc voilà, on voulait garder cette flexibilité. Donc pour ça, on a cette structure qui existe, béton, et qui sera visible dans les chambres. Le poteau béton sera visible, et puis après, derrière, on commence avec une cloison placo, etc., comme il faut, quoi. Donc l'acoustique, elle est bien gérée. Et même au niveau de l'épine façade, parce que là, ça pourrait poser un problème, il y a tout un travail qui a été fait avec le façadier pour faire en sorte qu'on n'ait pas de transmission des sons aussi par les menuiseries en façade. Donc on a vraiment des cadres qui sont séparés. Et d'ailleurs, c'est l'avantage aussi d'avoir un projet aussi tramé, c'est qu'on va pouvoir industrialiser en fait plein d'éléments de façade. On vient avec des cadres qui font un étage de haut et 3,80 m de large, avec tout le module qui vient en une fois, paf. Et donc en fait c'est monté très 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 vite en fait. Et comme ça on peut préfabriquer aussi hors site en amont. On gagne en temps de chantier, etc. Et puis on gagne en précision, et puis en temps de pause, on gagne également. Donc tout le monde y gagne en fait. Bonsoir, merci pour la présentation. Odile Chéty-Jacob, architecte, donc une consoeur. Je me pose la question de la performance thermique de l'enveloppe et comment vous avez traité le sujet, notamment le sujet de l'inertie, le rapport plein-vide de la façade et de l'inertie. On a des très bons bureaux d'études, plus d'un. C'est vrai qu'on ne l'a pas présenté en début de présentation. On travaille avec Espace-Temps et Transsolar, qui sont des bons bureaux d'études, qui nous ont conseillé sur les typologies de verre à utiliser, les performances à avoir en fonction des façades, en fonction des déperditions, en fonction des apports. Il y a des façades où on le voit un petit peu là, mais en fait on a des masques solaires qui sont très importants autour. On a des grands bâtiments. Donc en fait on a travaillé façade par façade, et on s'est dit il y avait un schéma d'ailleurs avec toutes les couleurs là, de Transsolar, un petit peu, comment on fait une étude très précise sur quelle façade était exposée ou pas, et sur comment on devait traiter chacune des façades. Donc on l'a travaillé de façon assez pragmatique, assez scientifique, et pas nécessairement, et je suis même pas sûr que les verres soient tous identiques partout d'ailleurs. Non. En fonction des orientations, les verres, ils ont des performances un peu meilleures. Mais l'avantage aussi finalement d'avoir cette matière qui était existante, cette matière béton qui était existante, qui était là, ce bâtiment existant, d'avoir l'inertie, c'est pas mal. C'est pas mal. Et
Et donc on l'a un peu amplifié avec cette matière qu'on voulait rajouter, qui était en béton, pour avoir de l'inertie, mais aussi parce que programmatiquement, quand on travaille sur des laboratoires, on a des conditions qui sont extrêmement précises. On n'aurait pas pu faire une extension en bois, par exemple. Sur les extensions, on s'était posé la question, mais tiens, cette extension, qu'est-ce qu'on fait? Mais avec les laboratoires, avec les problèmes de vibration de sol, on devait une bonne stabilité, et c'est pour ça qu'en fait on a rajouté cette matière et cette inertie autour. Donc voilà, donc on espère que ce bâtiment il va fonctionner tel qu'on l'a conçu, mais il ne devrait pas y avoir de surprise si nos bureaux d'études ont bien travaillé. Je prends une dernière question. Oui, Bernard Motuel, architecte. En fait, tu viens juste de répondre à la question que je voulais poser, qui était est-ce qu'il n'avait pas été envisageable de faire toutes les adjonctions en structure, plancher et poteaux en bois? On parle beaucoup d'éventuelles souplesses d'emploi, de démontage et de possibilités de réemploi. Voilà, la question est celle-là. Ouais, non, mais c'est ça, mais c'est un projet extrêmement complexe techniquement. Et quand les laboratoires ils viennent, il leur faut des conditions très très précises, avec tellement de contraintes qu'on ne pouvait pas faire autrement. Après, en rajoutant cette matière, on s'est quand même dit, si on la rajoute, il faut qu'elle soit la plus flexible possible, pour que même si on construit quelque chose de permanent, l'usage et l'occupation peut évoluer. Et je pense que tu l'as dit, et heureusement que finalement ces structures, on l'a conçu comme ça, parce que comme le programme, même en chantier, il a évolué, eh bien, on s'est rendu compte que finalement on avait pris la bonne décision, parce qu'on a pu, même en chantier, adapter le projet et rechanger les 4 niveaux du bas. Donc c'est lourd, c'est pas évident à faire, mais on a pu le faire, parce qu'il y avait cette structure finalement de poteau dalle fonctionnait assez bien par rapport à cette flexibilité-là. Oui, mais à l'époque, quand on avait les labos, c'était pas possible. En fait, donc on avait une vraie contrainte labo. Et donc, effectivement, aujourd'hui, les labos, ils sont là, ils sont plus là. En fait, ça dépend d'ArriveP. On est passé en mode full labo, etc., à hôtel d'entreprise labo, en fonction de leur business plan, en fonction des entreprises qui ciblent, qui veulent venir là. Il y avait même une société de vidéoproduction qui faisait du cinéma qui voulait s'implanter. Donc en fait, on a enlevé tous les labos, on en remet, on les enlève. Donc c'est non-stop, mais c'est ça aussi la force de la stratégie du projet, c'est qu'il absorbe cette évolution du programme. Et ça, je pense que c'est important. Bonsoir, Florian Kels, architecte. Juste une dernière question. Vous n'avez pas parlé de l'ancienne façade, j'imagine que ça a été réutilisé ou quelque chose comme ça, non? Oui, moi je n'ai pas trop le détail, mais en fait, dans l'appel d'offres, l'ancienne façade devait être démontée. Tous les carreaux vitrés étaient démontés et étaient réemployés. Après, tout ce qui était plâtre, etc., enduit, ça a été enlevé. Et ce que tu n'as pas dit aussi, c'est que bon, l'ArriveP, c'est une très bonne maîtrise d'ouvrage, il faut le savoir. Et tu confirmes. Hein. Bon, ils sont pas là, mais j'aurais dit aussi. Hein. C'est une très très bonne maîtrise d'ouvrage. Et quand on a présenté les chambres à l'ArriveP et au Crous, donc il y a du mobilier de prévu. Et normalement, on n'a pas l'émission mobilier. Bon, on a fait un peu le forcing auprès de la maîtrise d'ouvrage pour justement avoir une mission mobilier pour les chambres du Crous. Et donc l'idée, c'est de pouvoir chiner ou je sais pas quoi, ou trouver dans le réemploi tout ce qui est commode, table de bureau, chaises, etc. Et que finalement toutes les chambres soient différentes. Le lit, c'était un peu compliqué parce qu'il faut que ce soit un peu confortable quand même. Mais et ça, c'est quand même agréable d'avoir une maîtrise d'ouvrage qui est OK
pour justement développer, et trouver des choses et se dire, ben ouais, mais on récupère des choses. Bon, là, on a démonté la façade, bon, on ne peut pas la récupérer ici, mais on peut peut-être récupérer des choses sur d'autres projets pour venir à meubler les 100 chambres étudiants. Alors, c'est un sacré challenge, hein, de trouver 100 tables, 100 chaises et 100 commodes. Alors, pas la kitchenette, parce que ça, bon, c'était un peu compliqué. Mais, donc oui. Et alors, peut-être tu peux en parler 2 minutes sur le BDF. Et sur le fait que en fait, c'est quand même une démarche qui est entreprise avec la maîtrise d'ouvrage et que la maîtrise d'ouvrage, elle nous pousse finalement à faire cette démarche de réemploi pour le mobilier. Alors peut-être plus facile que toute la façade, mais c'est quand même important. Non, c'est ça. Mais la façade, c'est un très bon cas. Et c'était hyper intéressant quand on est arrivé sur le projet parce que c'est un bâtiment qui n'était pas si vieux finalement. 30 ans, une partie des façades était encore en état de fonctionner. Et donc il y a un peu un dilemme moral quand on intervient sur un bâtiment où les façades sont encore en capacité. Et qu'il y a pas mal d'éléments sur le bâtiment. On parle des façades, mais il y avait des faux planchers qui étaient encore en très bon état. Il y avait beaucoup de choses dans ce bâtiment qui étaient encore en très bon état. Ce qui a justifié son changement, tout notre travail, c'était pas finalement parce que c'était un bâtiment vétuste, c'est parce qu'il y avait un changement de programme, il y avait une décision qui venait un peu d'en haut, quoi. Et donc il y a eu un travail quand même assez prolongé avec l'entreprise pour leur faire comprendre l'importance de ne pas tout jeter dans une benne, et parce qu'il y avait un gisement hyper important. Alors il y a forcément une volonté de l'entreprise, il y a une volonté économique, il y a un intérêt pour eux à récupérer. L'intérêt de ces façades rideaux aussi, dont on a hérité, c'est que beaucoup pouvaient être utilisés, les planchers beaucoup pouvaient être utilisés. Et donc quand tout le monde travaille en bonne intelligence, finalement tout le monde a un intérêt à travailler là-dedans. Et le seul travail de l'architecte à ce moment-là, nous, c'est de s'assurer que c'est bien fait et de les encourager à ne pas oublier cette donnée. Et quitte à même parfois se mettre en intermédiaire pour justement que les gisements puissent être utilisés par d'autres. Et ils vont parler sur le mobilier. Nous, on se retrouve dans cette situation à devoir trouver des gisements si on veut que notre volonté de mobilier réutilisé puisse fonctionner. Et c'est là où on souhaite, on aimerait qu'il y ait des architectes qui arrivent et qui nous disent nous, ça tombe bien, ce logement étudiant, on va le mettre par terre. Par contre, tous les lits fonctionnent encore, donc allez-y, vous pouvez l'utiliser, quoi. Et c'est ces relations entre architectes à ce moment-là, et parfois à travers des intermédiaires qui sont hyper intéressantes à essayer de développer pour que demain, ces logiques de réemploi puissent vraiment trouver un sens vraiment fin sur les projets. Un grand merci à Yves et Jean pour ce joli récit en fait, de faire projet pendant tout un processus qui montre aussi les capacités de l'inventivité aussi de l'architecture et surtout de l'adaptabilité tout au long de la vie, non seulement pendant la période d'études et pendant la période du chantier. On va passer au deuxième projet qui nous sera présenté par Marc Bénard, fondateur de l'agence Équateur, qui va nous emmener sur d'autres thématiques complémentaires de celles qu'on vient de voir et surtout la particularité de comment faire projet dans un bâtiment habité, donc en site occupé, avec tout ce que cela exige d'organisation, de planification et surtout, parfois, de rencontres aussi avec le maître d'usage pendant cette période pour pouvoir organiser et régler les différentes phases du projet. Merci. Bonsoir à tous. Donc, une opération qui est avec le même maître d'ouvrage, l'RIVP. C'est des bâtiments qui sont à peu près de la même génération, au milieu des années 80, mais avec des paramètres de projet très différents. Et effectivement, on est sur du logement social qui est réhabilité en site occupé. Donc, on garde les habitants à l'intérieur des logements pendant tout le chantier. Et avec des enjeux qui sont prioritairement climatiques pour l'AIVP, ce qu'on appelle un plan climat dans le jargon parisien, c'est-à-dire à la fois des améliorations sur la thermique d'hiver, isolation thermique, ventilation, etc., mais de plus en plus les questions de thermique d'été, avec l'idée que les pics caniculaires qu'on a comme aujourd'hui sont les étés normaux dans une vingtaine d'années, voire plus tôt. Donc comment faire que des bâtiments qui ont été conçus en n'ayant absolument pas ces paramètres-là, puissent continuer à être habitables à très court terme. On est rue Vercingétorix. Pour ceux qui ont un peu en tête l'histoire urbaine de Paris, c'est l'endroit où était prévue une autoroute qui aurait dû arriver en haut de la rue de Rennes. Et à la fin des années 70, l'arrêt de la priorité à la voiture dans Paris
et le retour à une forme d'urbanisme plus patrimonial en continuité avec la ville permet l'apparition à cet endroit-là, à l'emplacement de ce qui aurait dû être une autoroute, de toute une série d'architectures d'auteurs. On voit en haut de la photo la place de Catalogne de Beaufil. Et la ville de Paris et les bailleurs sociaux parisiens ont couturé le tissu faubourien du 14e arrondissement par toute une série d'opérations, principalement de logements sociaux. Et la jeune scène architecturale parisienne de l'époque a construit à la queue leu-leu toute une série d'opérations assez remarquables qui sont faites par des architectes qui ont entre 30 et 40 ans à l'époque. Les bâtiments dont on va s'occuper sont construits par certains noms qui sont très connus, Jean Castex, Philippe Paneret, qui sont des praticiens, des théoriciens, des enseignants de première grandeur. Et puis des gens un petit peu moins connus comme Nicolas Soulier, qui après quelques opérations va bifurquer lui plutôt vers le champ du paysage et de l'aménagement urbain. C'est des constructions qui sont très bien faites. On sent les jeunes architectes qui font la démonstration de leur savoir-faire, qui sont très marqués par des influences italiennes. Dès qu'on regarde dans les détails, on voit que les architectes reviennent de Venise, soit dans une inspiration plutôt postmoderne, avec chez Castex et Paneret des enduits terracotta, soit plutôt l'influence de Carlo Scarpa dans certains détails de Nicolas Soulier. À gauche, vous avez l'immeuble de Nicolas Soulier sur la rue Vercingétorix, et en haut à droite, l'immeuble de Castex et Paneret, qui est sur la rue Olvec, qui est une perpendiculaire avec une rue piétonne qui débouche sous Porche sur la rue Vercingétorix. Donc une architecture d'auteur très soignée qui commence au bout de 40 ans à vieillir sérieusement et qui commence à être partiellement obsolète d'un point de vue technique, malgré des politiques d'entretien très réguliers de la part de l'RIVP. Donc on hérite de bâtiments qui, tous les 5 à 10 ans, ont subi ou connu des interventions de remise à niveau technique. Les plus récentes, juste avant notre intervention, par exemple, c'est le remplacement de toutes les chaudières gaz individuelles par des chaudières neuves, ce qui fait que quand on va parler d'énergie, on n'a plus le choix des sources énergétiques. Des bâtiments avec des épidermes extrêmement soignés en béton architectonique dans les sous-bassements, rez-de-chaussée, premier étage, et qui vont être une des clés d'entrée dans le projet, avec un pari au moment du concours qui est de ne pas toucher à ces épidermes-là, de les restaurer et de ne travailler thermiquement que sur les parties enduites. Bâtiment du début des années 80, on a la chance de pouvoir rencontrer les architectes-auteurs qui, à l'époque, sont déjà des octogénaires. On a vu Philippe Paneret sur site quelques mois avant son décès, donc c'est des fenêtres temporelles qui sont assez miraculeuses des fois sur des échanges comme ça. Et ça permet de compléter la compréhension du bâtiment, d'une part avec des échanges in situ, avec la mémoire qu'ils ont de leur bâtiment 40 ans après, qui est parfois un petit peu flou sur certains paramètres. Et c'est également l'occasion de récupérer une partie des éléments de leurs archives. Par exemple, ici, pour Nicolas Soulier, les plans d'origine et puis les perspectives. Là, c'est la perspective du permis de construire, qui sont à l'époque des perspectives faites à la main avec des dessins relativement libres et qui suffisent en termes de précision au service urbaniste de l'époque. Donc un échange avec les concepteurs, et ce qui permet de voir à la fois les points durs d'éléments à respecter ou à restituer dans leur conception d'origine, et d'autre part, de voir des marges de manœuvre, en particulier côté Nicolas Soulier, qui nous a poussé à modifier certains éléments de matérialité de ces façades, notamment de passer de fenêtres qui étaient en bois peint vers des fenêtres en bois avec un aspect naturel. Donc des choses où au pied de la façade, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on transforme et comment on règle ça au mieux. On est dans le contexte parisien avec des contraintes aiguës en termes de thermique, les questions d'îlots de chaleur urbains qui touchent tout le centre de Paris à 2-3 espaces verts près, et puis des expositions acoustiques qui sont relativement marquées. La rue Vercingétorix, elle donne sur les voies ferrées de Montparnasse avec des TGV qui freinent ou accélèrent à cet endroit-là, et donc des questions également d'isolation acoustique en façade pour faire des logements qui sont confortables. Un programme qui, lui, est un programme extrêmement générique, avec des paramètres d'amélioration énergétique divisés à peu près par 2 les consommations, des budgets qui au logement sont proches de ce que fait l'RIVP en standard et des temporalités qui sont également assez courantes, un peu plus d'1 an d'études, 1 an et demi de chantier, donc des opérations qui roulent rapidement
et c'est une des contraintes de ce genre de projet. La RIVP fait partie des bons maîtres d'ouvrage, dans notre cas en tout cas, c'est-à-dire que les projets avancent. Et là, sans changement de programme, c'est plus simple quand on a les habitants dedans. Évidemment, on ne peut pas modifier les typologies. Ça, c'est la planche qu'on a présentée au moment du concours, qui était un peu un pari, en analysant finement le bâtiment, en regardant les locaux chauffés, non chauffés derrière la façade, en regardant l'état des façades, et en faisant des premières simulations thermiques un peu simplifiées. L'approche qu'on a eue pour diviser par 2 les consommations énergétiques, c'est de faire une isolation thermique par l'extérieur partielle, en s'appuyant sur le fait que les bétons architectoniques, d'une part, auraient coûté très cher à restituer en bardage devant une façade existante, d'autre part, recouvraient en majorité des locaux non chauffés, des cages d'escalier, des locaux poubelles, des locaux vélos, des halls d'entrée. C'est ce qu'on voit en orange sur le petit plan qui est en bas à gauche. Et donc la proposition au moment du concours, et qu'a priori on était les seuls à faire à l'époque, était de conserver, valoriser l'architecture d'origine avec un réglage un peu plus fin sur les questions de thermique d'hiver, thermique d'été, et puis les questions d'usage dans les logements. Et c'est un point qui très souvent nous fait perdre, ici nous a fait gagner, avec d'autres projets qui, eux, venaient entièrement rhabiller ou réinterpréter les façades. Dans les pratiques de réhabilitation, ça marque une évolution assez sensible. Ici, vous avez un immeuble qui est juste à côté. Sur la photo en haut à gauche, en bas à gauche, vous avez au fond, en orange, l'immeuble qu'on a réhabilité. Et au premier plan, un autre immeuble de Castex et Panerai qui, lui, a été réhabilité 5 ou 6 ans avant, avec l'effacement presque complet de l'architecture d'origine et la mise en place d'une façade presque en totalité en plastique, du polystyrène, des enduits organiques, des fenêtres en PVC, des socles qui sont en caria, donc en résine également, et la disparition de la plupart des détails d'origine, par exemple les garde-corps à croisillons qu'on voit sur les parties hautes, qui ont été enlevés en simplification de la façade et en traitement un petit peu monomaniaque des ponts thermiques de l'enveloppe. Donc, nous, quand on intervient, on est 5 ans après ça, et avec l'objectif de convaincre la maîtrise d'ouvrage que face à ces architectures qui sont très dessinées, très écrites avec des matérialités, on doit arriver à faire des réglages plus fins pour combiner le maintien d'une qualité architecturale et d'une identité architecturale et l'atteinte des contraintes évidentes de performance et de confort pour les locataires. Opération en site occupé, donc avec un travail important de concertation qui se fait en lien avec la mairie d'arrondissement. La mairie du 14e est très présente sur ce genre d'opération, avec des amicales, avec des points d'étape de concertation lors des phases de conception, avec une grande attention aux locataires dans le cours de chantier. On voit en bas à gauche, par exemple, la pièce dédiée à l'accueil des locataires dans le bureau de chantier pour rendre moins intimidant les discussions entre les locataires et l'entreprise et arriver à ce que les choses se passent de manière fluide sur le chantier. Un travail qui se prolonge actuellement sur une deuxième étape de végétalisation. L'opération elle a été livrée au mois d'avril dernier. On a juste la partie paysage qui se fait en décalé cet été, avec des choses qui sont réussies sur le cœur d'îlot, c'est-à-dire qu'on arrive à augmenter la végétalisation, désimperméabiliser, enrichir la palette végétale, et puis des choses qu'on n'a pas réussi à faire. Dans les échanges qu'on a eus avec Nicolas Soulier, c'était la création de frontage le long du passage Olvec. Nicolas Soulier, c'est l'auteur de l'ouvrage qui est affiché là, qui est Reconquérir les rues, avec des façons de déployer sur l'espace public de la végétation et des usages. Et ça, le dialogue long avec la ville de Paris n'a pas réussi à aboutir à ce qui aurait dû accompagner le projet, c'est-à-dire le déploiement du paysage et des usages sur la partie piétonne. Je pense qu'on a mis des pieds dans certaines portes, peut-être qu'à d'autres d'ouvrir ces portes un peu plus largement sur d'autres projets. On travaille sur des bâtiments qui sont conçus suivant la RT de 82, donc déjà des doubles vitrages, de la VMC, de l'isolation par l'intérieur. C'est des grands logements qui sont presque tous traversants, donc on a des qualités tout à fait intéressantes dans le dessin des logements, en termes de ventilation, en termes d'éclairement, en termes de façade exposée au bruit et façade au calme, de prolongement extérieur avec des balcons. Donc on s'appuie sur ces qualités-là et il y a effectivement dans ces cas-là pas d'enjeu de reconfiguration des logements. Les gens sont contents d'être chez eux, ils vivent bien, ils ont juste
froid l'hiver, trop chaud l'été. Je passe rapidement sur les questions énergétiques, on reviendra éventuellement dessus s'il y a des questions. Le gain énergétique qui se fait avec 3 paramètres principaux: l'isolation thermique par l'extérieur, partielle, le remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures. On est sur des fenêtres qui sont aujourd'hui plus de 2 fois plus performantes que celles qui ont été posées dans les années 80, et une modernisation de la ventilation. On ne touche pas à la production de chaleur, donc chauffage, eau chaude reste inchangé, ils sont presque neufs. Ce qu'on fait et qu'on ne faisait pas il y a 10 ans, c'est des simulations thermiques dynamiques pour vérifier les choix d'isolants, les choix de vitrage, les choix de protection solaire pour gagner en confort thermique d'été sur les logements les plus exposés. Et c'est testé avec le climat actuel, mais les climats d'été chaud et les climats que prévoit le GIEC pour 2040, afin de vérifier que le bâtiment ne dérive pas trop avec les choix techniques qu'on va faire sur les façades. Sur le traitement des façades, on est sur des solutions qui sont relativement simples et économiques. Isolation en laine de bois pour des questions thermiques d'été, déphasage important, une quinzaine de centimètres d'isolation thermique, donc on va tripler la résistance thermique des parois, et un travail de couture architecturale pour arrêter l'isolant chaque fois qu'on va rencontrer des détails architecturaux singuliers ou des matérialités. Par exemple, la partie courante, c'est le dessin à gauche, c'est assez facile. On place les fenêtres dans le plan d'isolation, on place les occultations, on est quasiment sur les documents techniques d'application des fabricants, zéro discussion. Les cas qui vont nous embêter, c'est les détails comme on a à droite, c'est-à-dire j'ai un béton architectonique, j'ai un profil de départ que je teinte, que je règle parfaitement parce que sinon c'est inacceptable quand c'est en hauteur de ne pas être complètement droit, et j'intègre progressivement les détails de l'architecture d'origine dans la logique de complément d'isolation sur les façades. Un travail sur les protections solaires. Dans les années 80, on met des protections solaires ou plutôt des occultations uniquement sur les chambres. Donc là, la question, ça va être de protéger correctement les séjours, les cuisines, pour arriver à ce que les logements soient globalement à l'ombre. Ça se règle de manière assez simple avec des systèmes soit de volets roulants, soit de persiennes, en fonction de l'identité architecturale de chacun des bâtiments. Castex et Panerai avaient fait des persiennes, Soulier plutôt des volets roulants. On est resté sur cette logique-là. Et puis ce qu'on a testé avec les RIVP, c'est de dire sur les châssis de trop petite taille, mettre des stores à la Vénitien qui sont intégrés dans la lame d'air du vitrage, de manière à avoir 100% d'occultation de les logements, y compris là où on ne sait pas mettre un volet roulant, parce que la fenêtre fait 40 ou 50 cm, et qu'on a quand même besoin de moduler les apports solaires. Et puis, architecture d'auteur des années 80, ils ont voulu démontrer un savoir-faire avec des volumétries très complexes, des balcons triangulaires, trapézoïdaux, des chambres de façade, beaucoup de complexité. Et donc là, ça a généré de notre côté, et puis en exé-entreprise, toute une série de carnets de détails pour arriver à régler les changements de nu, les changements d'épaisseur, garder des balcons qui soient habitables. Dans certains cas, on a coupé le garde-corps maçonné pour décaler un garde-corps nouveau en métal côté extérieur, pour que les gens continuent à avoir des usages à peu près normaux de leur logement. Et donc architecturalement, ça se traduit en fin de chantier avec ce genre de langage où vont travailler ensemble les couches d'origine, donc essentiellement les bétons architectoniques qui sont lancés en place, les décors en céramique, les transformations des façades avec des isolations, mais avec la conservation de la palette colorimétrique d'origine, dont les rouges vénitiens très très marqués de l'architecture de Castex et Panerai, et puis l'indication des interventions contemporaines, notamment les menuiseries en bois qui sont systématisées et homogénéisées sur les deux bâtiments. Des démarches ponctuelles de récupération d'eau de pluie, de végétalisation des toitures. Pareil, certaines toitures étaient déjà végétalisées. On a complété en fait les surfaces de végétalisation. Chaque fois qu'on avait une descente d'eau de pluie vers une cour ou vers un jardin, on a récupéré l'eau de pluie pour faire de l'arrosage. Un travail sur les ressources, notamment la quantité de carbone stocké dans le bâtiment. Donc des volumes très importants de carbone stocké dans les fibres de bois des isolants et des menuiseries. Donc on est sur une vingtaine de kilos de matériaux biosourcés par mètre carré de chaume. Un travail avec la LPO.
On avait, nous, détecté en diagnostic la présence d'oiseaux sur place, notamment potentiellement des martinets. Et donc, dans les discussions qu'on a eues avec l'RIVP, c'est dire est-ce qu'on affine d'un point de vue suivi scientifique en fait, ces questions-là. Et donc, est rentré en cours d'étude la LPO comme partenaire pour faire un diagnostic écologique un peu plus fin et nous accompagner dans la préconisation de nichoirs qui sont ici intégrés dans l'isolation thermique. Nichoirs qui sont destinés à des populations d'oiseaux. On a des colonies de moineaux dans le 14e arrondissement avec l'objectif de conserver ou amplifier les habitats pour ces oiseaux. Et donc là, vous les devinez sans doute à peine, je ne sais pas comment est l'image de loin, entre les branches de l'arbre, vous avez des petits points noirs dans l'enduit, et ces petits points noirs, c'est les nichoirs à moineaux qui sont placés à la bonne hauteur, avec des branches en face pour qu'ils puissent se sociabiliser, et avec un traitement du pont thermique. On a l'isolant, on a le nichoir à moineaux, et on a l'enduit devant qui vient complètement harmoniser. Donc ça, on aura un suivi, nous, sur 2 ans, pour voir si les oiseaux s'installent, comment ils s'installent, et puis s'il y a des choses à améliorer. La palette végétale du jardin qui est en train d'être planté prévoit des baies pour nourrir les oiseaux. Donc on a une sorte de triptyque comme ça entre les nichoirs, les branches pour s'installer et les plantes fructifères au niveau du sol. On a eu sur cette opération une démarche plus poussée que d'habitude sur les questions de réemploi, avec un maître d'ouvrage qui était en attente de propositions là-dessus et qui nous a suivis sur la plupart des sujets. Donc on a fait des choses assez simples, démontage des fenêtres en bois exotique. Les fenêtres étaient plus complètement aptes à remplir leur fonction. Par contre, le bois, après rabotage, pouvait encore servir. Et donc là, une partie importante des dormants de fenêtres va servir à faire des bardages et des habillages dans les jardins, des treillis. Donc là, c'est le démontage à gauche et la transformation à droite. On a déposé, remis en état, thermolaqué, reposé la quasi-totalité des garde-corps. On est sur des garde-corps très travaillés en termes de serrurerie. À gauche, vous avez un des garde-corps de Nicolas Soulier avec des sortes de virgules qui viennent faire des amortissements entre la barre d'appui et le reste. Et donc ça, c'est des choses où, malgré le bureau d'études qui nous disait ça va coûter plus cher, ça n'a pas d'intérêt, malgré l'entreprise qui disait la même chose, malgré le bureau de contrôle qui disait la même chose, on a réussi à garder la ligne qui est de dire en fait c'est pas très compliqué, on déboulonne les garde-corps, ils sont boulonnés, ils sont pas scellés, on les envoie en atelier, on les contrôle, on les répare, on les thermolaque, on les repose et on a un rendu impeccable qui garde la matière qui n'est pas encore une matière historique mais qui est en fait la trace en fait d'un certain nombre de dessins d'auteur sur l'architecture. On a très ponctuellement, pour des questions de corrosion, remplacé ou reconstitué à l'identique certains des garde-corps, avec là une démarche qui serait courante sur un bâtiment du XVIIIe siècle et qui est une tentative sur un bâtiment des années 1980. Et puis un dernier point de réemploi qui lui venait d'une autre opération de l'RIVP. Dans les immeubles que l'RIVP a fait dans les années 90 autour de la Grande Bibliothèque, il y a toute une série de plattelages en IP qui là commençait à être déposés pour des questions de glissance sur des circulations collectives. Et on est allé voir ça et on a, après nettoyage, récupéré les 3/4 à peu près de cette ressource-là, sachant qu'un IP qui a 35 ans, il est presque neuf en fait. Ceux qui circulent sur le platelage de la Bibliothèque de France, qui est la même essence, on est sur des essences qui sont quasiment indestructibles, un peu glissantes en fonction de l'entretien. Et donc là, c'est la dépose d'une ressource qui a été changée pour des questions d'usage sur un immeuble de la RIVP, son nettoyage et sa réadaptation de notre côté pour faire tous les platelages des balcons privatifs, avec là un entretien qui sera fait par le locataire et donc supprime la question de la glissance. Et des plattelages qui sont peut-être encore là-bas pour 40-50 ans, avec une durée de vie absolument phénoménale de ces ressources en matériaux. Pour les autres matériaux, un taux de valorisation qui est très élevé. On a beaucoup de matières qui partent très facilement aujourd'hui en recyclage. De l'ordre de 90% de ce qui sort du chantier est recyclé aujourd'hui sans difficulté sur des chantiers parisiens. On a la place pour faire du tri sur place. Et puis une opération qui est en démarche bâtiment durable francilien, qui était en niveau argent en conception et qui est resté en réalisation. On aura une 3e évaluation dans 1 an à peu près, avec l'idée
pour la RIVP et pour nous que ce type d'opération serve en fait à réétalonner des programmes qui soient des programmes courants. En disant la RIVP fait du BDF de manière occasionnelle sur des opérations, ça permet de monter en compétence de tous les acteurs, je pense que c'est le cas un peu pour vous aussi. L'idée, c'est de ne pas faire du BDF sur 100% des opérations. Par contre, c'est que les cahiers des charges soient nourris par les bonnes pratiques qui sortent de ce genre d'opérations. Et donc, les échanges qu'on a eus avec la RIVP, avec Claire Simon en particulier, tout au long de l'opération, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut tester ici comme étant des futures pratiques courantes pour avoir des retours d'expérience et si ça fonctionne bien, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, que ça soit quasiment dans des cas des charges standards de la RIVP sur des futures opérations. Et donc, je parlais au début de l'évolution des pratiques de réhabilitation. Ce qu'on voit sur ce genre d'opération, c'est comment, en l'espace de moins d'une dizaine d'années, les métiers changent très fortement, avec sans doute un équilibre entre bureau d'études d'architectes qui commence à se faire de manière différente et qui permet de faire des réglages plus fins sur des architectures d'auteurs. Nous, on attaque, on commence actuellement des projets similaires sur des bâtiments de Seriani des années 90, sur lesquels on s'arrache les cheveux parce que là, les paramètres de réglage sont encore plus difficiles. Mais ce passage de relais qu'on a avec des auteurs qui sont encore vivants sur des bâtiments qui ont 30 à 40 ans est une situation qui est de fait très, très stimulante de tout point de vue. Voilà, le bâtiment tel que livré. Merci. On laisse la place aux questions. Ah, une première question. Merci beaucoup pour cette présentation. Martina Zitzschlag, architecte. J'ai une question concernant la partie en ITI. Est-ce qu'il y aurait eu la possibilité de enlever la partie ITI pour en fait gagner de la surface au prix au mètre carré que ça coûte à Paris? Est-ce que vous auriez envisagé cette solution, sachant qu'il aurait fallu sans doute ajouter plus d'isolant côté intérieur? Et après, la deuxième question, la nature de cette ITI, qui était à une période où on utilisait des matériaux plutôt en fait chimiques. Est-ce que la laine de bois et cette ITI, comment ça interagit ensemble? Parce que vous avez parlé de confort d'été et des phasages, etc. Voilà. Alors, l'isolation par l'intérieur, d'un type courant des années 80, si on a du polystyrène avec un placo devant. En site habité, c'est exclu d'enlever tous les doublages intérieurs, refaire toute l'électricité, refaire tous les embellissements avec les habitants dedans. Donc c'est des choses qu'on ne sait pas faire en site habité, qui pourraient éventuellement être faits par la RIVP très doucement au fur et à mesure des relocations. En termes de vie dans les logements, l'enjeu est assez faible. Les logements sont grands, ils sont plus grands que ce qu'on fait aujourd'hui en construction neuve. Et donc, gagner 7 ou 8 cm de plus dans certaines pièces ne changerait pas grand-chose à la qualité des logements. Donc, un enjeu qui, pour nous, est complètement marginal sur une opération comme ça. En termes thermiques, le polystyrène, lui, a un déphasage qui est très très faible. Donc le déphasage, il est apporté essentiellement par la laine de bois côté extérieur et par le voile béton. Ce qui se passe ensuite dans le polystyrène et le placo, d'un point de vue thermique d'été, est négligeable. D'un point de vue thermique d'hiver, il y a un tiers de la résistance thermique qui est dans le polystyrène, 2 tiers dans l'isolation par l'extérieur. Donc ça, c'est pas complètement perdu en termes de thermique d'hiver. On a le voile béton entre les deux, donc il n'y a pas de problème de compatibilité technique entre les deux isolants. Une autre question? Oui. Encore moins. Juste une petite question sur justement les sous-bassements. Vous avez dit que principalement c'était des zones non chauffées. Dans les cas où on tombait quand même sur des zones chauffées, vous avez pu mettre complété par de l'ITI ou pas? Est-ce que là, dans ce cas-là, on fonctionne en opération de tiroir, on se permet d'intervenir dans ces sites occupés? Non, en fait, on a fait des simulations sur ces logements-là pour se dire l'isolation, elle existe par l'intérieur dans les logements en question,
quelle serait la sensibilité en termes de gains performantiels ou d'impact sur les factures pour les logements si on rajoutait une isolation intérieure ou si on faisait une isolation par l'extérieur. Et en fait, on joue sur une poignée de kilowattheures sur quelques logements. Donc des choses qui ne sont pas sensibles sur le bilan thermique global du bâtiment et qui sont peu sensibles sur des consommations individuelles. Donc là, les tests qu'on a fait là-dessus et qu'on a fait nous sur d'autres opérations montrent qu'on peut en réalité laisser un peu filer l'isolation sur certaines parties de bâtiments à condition de garder un équilibre global et à condition de ne pas faire apparaître des pathologies en ayant des ponts thermiques massifs ou des choses comme ça. Ce qui veut dire que sur le déphasage, le confort d'été notamment, ces appartements-là sont un petit peu défavorisés. Ils sont un peu défavorisés. La majorité d'entre eux, notamment rue Vercingétorix, sont à l'ombre des arbres et donc pas exposés au soleil. Finalement, c'est les parties hautes avec l'enduit blanc qui sont très fortement exposées, façade ouest, en plein soleil. Je pense que ça marche à peu près. On verra, c'est du site habité. On verra si dans quelques semaines, l'ARIVP nous dit en termes de thermique d'été, les gens sont très contents, c'est mieux qu'avant, c'est moins bien qu'avant, ils n'ont pas senti la différence ou pas. En thermique d'hiver, c'est très sensible, les gens voient presque instantanément la modification. En thermique d'été, comme les étés ne sont pas standards, on verra nous dans quelques semaines si on a des alertes. Pour avoir déjà fait des choses comme ça sur d'autres opérations, on a normalement toujours gagné en thermique d'été et c'est ce que montrent les simulations thermiques. Merci. D'autres questions? Alors, je vais me permettre peut-être de te demander de compléter aussi cette autre dimension d'amélioration des appartements. En fait, le fait d'avoir intervenu aussi dans les parties privatives, le fait d'avoir intervenu dans les parties communes, comment a été gérée en fait cette partie? Alors, dans les logements, dans les parties communes, les travaux ils sont de fait avec la contrainte majeure du site habité et avec une amélioration qui se fait au cas par cas après un diagnostic qui se fait logement par logement. Dans les choses qui se font de manière systématique, il y a ce qui touche à l'enveloppe du bâtiment et la ventilation, les fenêtres, les bouches de ventilation. Il y a les portes palières. Les portes palières des années 80 sont très médiocres de tout point de vue, y compris la résistance à l'effraction. Donc ça, on le fait partout. Ce qu'on va faire de manière spécifique dans les logements, c'est le traitement des pièces humides, notamment les salles de bain, qui vont dépendre de l'état de vétusté. Il faut imaginer que dans un bâtiment des années 80, on va avoir des locataires qui sont là depuis le début et qui bichonnent leur logement, et on a des salles de bain qui sont magnifiques, dans lesquelles les gens ont mis de l'argent pour les rénover. Comme il y a peu de rotation de locataires, les gens investissent dans leur logement. Et évidemment, quand on a une salle de bain ou une cuisine parfaite, on ne va pas y toucher. Et on a sur le même palier des gens qui sont dans des situations de précarité importante, avec des salles de bain qui n'ont pas été rénovées depuis le début, qui sont très dégradées, avec des fuites d'eau, des carrelages qui tombent. Et donc là, on va sur des rénovations complètes de ces salles de bain-là ou de ces pièces humides-là. Donc là, c'est un dosage qui se fait au cas par cas, locataire par locataire, avec en plus des sujets d'adaptation au vieillissement, passage de baignoire en douche, etc. Dans les parties communes, on se met sur une remise à niveau général, les sols, les peintures, l'éclairage, des choses assez classiques. La principale transformation qu'on a faite, c'est l'ajout d'absorbants acoustiques en faux plafond de manière systématique. On est sur des bâtiments qui sont antérieurs à la réglementation de 86, donc avec des escaliers qui ne sont pas encloisonnés, et donc qui font un effet d'acoustique de piscine, voire de cathédrale, d'un étage à l'autre. Et donc là, le traitement acoustique des parties communes, pour nous, était une priorité majeure de confort pour arriver à ce que les gens soient dans une ambiance feutrée à l'intérieur des logements. Et ça, comme on pose les faux plafonds étage après étage, il y a un locataire qui un matin est allé voir la gardienne, il avait l'impression d'être devenu sourd parce qu'il n'entendait plus en fait la résonance de sa cage d'escalier. Donc c'est des choses qui peuvent être perturbantes en termes de ressenti, mais qui là donnent un confort avec peu de moyens, un confort très important en fait à la vie collective de l'immeuble. Merci. Un mot de clôture peut-être? Tout le monde est complètement cuit avec la chaleur, mais je pense que nous compris. Donc, En tout cas, un grand merci à tous les trois, vraiment pour la générosité aussi de votre partage.
Peut-être que si on pouvait retenir, c'est improvisé, attention, donc je ne sais pas du tout ce que je vais dire, si on pouvait retenir peut-être quelque chose pour le partage de ces deux projets qui sont complètement différents, c'est peut-être de travailler ensemble, s'inspirer aussi ensemble, parce qu'aujourd'hui, la grande problématique dans cette période de transition écologique, et comme je disais tout à l'heure, où on re-questionne aussi le mot de rupture écologique, il s'agit d'adapter le bâti existant, mais parce qu'aujourd'hui, nos établissements humains sont peut-être devenus des pièges. Donc, comment faire pour que, à nouveau, l'air circule dans nos bâtiments, qui emprisonne la chaleur, qui laisse passer le froid, qui contrarie la ventilation, le passage de l'air pour une meilleure qualité de l'air, qui emmagasine beaucoup de chaleur. Et donc, nous vous invitons à venir partager un petit pot et peut-être poursuivre aussi les discussions avec nos trois invités. Merci à toutes et à tous. Marianne, tu peux